Donc, ce qui nous intéressait dans cette recherche-là, c'était s'intéresser à savoir comment des chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle qui ont a priori des préoccupations environnementales liées au fait qu'on traverse une crise climatique de grande ampleur et avec des modèles plus gourmands, plus consommateurs en ressources, que ce soit de l'eau, de l'électricité, des matériaux. Et donc s'intéresser à comment ces chercheurs et chercheuses concilient toutes ces informations et en particulier décident de modifier leur objet de recherche plus ou moins en profondeur en rapport à ces questions environnementales. Donc on a deux volets, un volet vraiment quantitatif qui s'intéresse à analyser les publications sur le thème IA et environnement. Donc là, on a environ 10 000 publications scientifiques sur le sujet, dont on peut comprendre les grands thèmes et les grandes questions de recherche. Et au-delà de ça, on voulait aussi comprendre quelles sont les envies, préoccupations, méthodes des chercheurs et chercheuses qui bifurquent pour voir qu'est-ce qui ne se traduit pas en publications scientifiques et donc mieux comprendre leur motivation et leur mode d'action et ce qui les freine éventuellement. Et donc pour ça, on a mené une quinzaine d'entretiens assez longs, entre 2 et 3 heures, avec chaque chercheur pour pouvoir échanger avec elles et eux. Il y a effectivement donc 10 000 publications, par exemple, sur une vingtaine d'années. C'est pas rien, c'est un assez gros volume d'articles qui s'intéressent plutôt à l'objet technique, en fait. Qu'est-ce que l'IA peut apporter au champ des études environnementales? Donc, il y a pour l'agriculture, il y a pour la biodiversité, etc. Il y a pour le placement d'éoliennes, par exemple, etc. Et un autre volet, technique lui aussi, comment rendre l'IA plus verte, donc modèles plus frugaux, etc. Donc, plus proche de la matérialité de l'intelligence artificielle, faire une IA qui consomme moins. Il y a tout un champ de recherche annexe qui n'est pas reflété dans cette étude plutôt quantitative, qu'on ne voit pas, qui est de dire plutôt des chercheurs et chercheuses qui vont être un peu plus critiques et qui vont dire on veut questionner le présupposé même d'utiliser de l'intelligence artificielle en raison de ses impacts environnementaux. Et donc c'est ça qu'on a voulu visibiliser via les entretiens. Donc on a là tout un panel de types de réorientation en fait allant de chercheurs qui ne changent rien ou presque à leur objet de domaine et domaine de recherche et choisissent de s'investir ailleurs dans leur vie personnelle par exemple. Et parmi des chercheurs qui plutôt bifurquent dans leur travail en tout cas, soit changent leur objet de recherche par exemple pour faire un pas de côté en disant je ne vois pas comment faire un modèle d'intelligence artificielle satisfaisant d'un point de vue environnemental pour un ensemble de raisons. Donc je vais m'intéresser plutôt à évaluer l'impact de ces modèles-là. Donc via ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie par exemple, donc dire combien coûte un modèle à entraîner, à déployer, à recycler pour recycler les machines à la fin, etc. Et donc ce pas de côté est très très intéressant parce qu'on arrive sur des questions qui sont plus normatives et qui relèvent traditionnellement plutôt de sciences sociales, de sociologie des sciences et techniques par exemple, mais qui là se retrouvent réappropriées par des chercheurs en mathématiques, en informatique, dont c'est pas la spécialité à la base, mais qui se retrouvent confrontés à des nouvelles formes de questions de recherche. On a des bifurcations plus radicales d'un point de vue de recherche, de chercheurs et chercheuses qui arrêtent la recherche, soit modérément, donc par exemple pour aller faire de la médiation auprès d'institutions publiques, en étant référent des développements durables de leur institution, en allant parler en tant qu'expert ou experte auprès de médias, d'institutions publiques, du gouvernement, de la Commission européenne, etc. Jusqu'à des chercheurs qui décident d'arrêter complètement la recherche en considérant que leur énergie et leur expertise serait mieux employée en militant pour un monde plus environnemental, pour moins de numérique ou un numérique différent, par exemple. Et donc, on observe vraiment cette pluralité de modes d'action parmi les chercheurs. On peut le prendre par plusieurs bouts du problème. On peut dire quand on a une carrière déjà établie, c'est plus facile puisqu'on a une certaine liberté académique, mais c'est plus difficile parce qu'on a un passif des collègues, etc. Quand on est jeune chercheur, jeune chercheuse, c'est l'inverse. On a une position plus précaire, donc c'est un plus gros risque, mais en même temps, on n'est pas encombré par un passif de collaboration. Donc ça, c'est des freins différents, mais qui existent à cette bifurcation. Aussi des freins de légitimité professionnelle et personnelle.
Donc à la fois professionnelle, ce qui est un résultat très connu en sociologie, notamment des sciences, de dire si vous bifurquez, vos collègues, vos pairs, ce qui est une instance particulièrement importante dans la recherche, vont dire quelle est votre expertise pour parler de ces nouveaux sujets-là, et donc vont mettre un frein en disant pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire, pourquoi est-ce que c'est intéressant, etc. Et aussi des enjeux plus nouveaux de légitimité personnelle, de personnes qui vont dire quelle est ma légitimité à bifurquer, sachant que je n'ai pas fait d'études dans ce sujet, ou que j'ai été recruté en tant que chercheur sur un tout autre domaine, est-ce que j'ai le droit de mener cette recherche-là, avec encore une fois des réponses très personnelles pour gérer ces questions de légitimité. Et donc là, ce qui est particulièrement intéressant dans ces bifurcations aussi, c'est que on constate une reconfiguration morale en fait de la recherche, de chercheurs plutôt sur le versant technique, en mathématiques, en informatique, qui réalisent que leur objet technique n'est pas neutre et s'inscrit dans un contexte socio-technique riche et politique au sens très large du terme, qui véhicule des normes et des valeurs, et donc se retrouve à se poser ces questions d'ordre plutôt normatif, ce qui, d'un point de vue sociologie des sciences et techniques, n'est pas nouveau. Donc on sait depuis les années 80 que la science est un objet politique comme d'autres, mais cette réappropriation de l'aspect normatif par des chercheurs techniques est quelque chose d'assez nouveau, assez intéressant, et donc de voir comment se fait cette reconfiguration est particulièrement intéressante, notamment parce qu'on constate une adhérence de chercheurs plutôt en mathématiques informatiques à des méthodes de sciences sociales, plutôt très ancrées dans des terrains spécifiques, dans des cas très spécifiques et très casuistiques. Là où d'habitude en informatique on valorise plutôt l'abstraction, et où là on se retrouve à dire en fait on ne peut plus se permettre d'être uniquement abstrait, il faut s'intéresser à l'impact environnemental, ce qui implique de connaître, de savoir où est-ce que ça va être déployé, pendant combien de temps, etc. Et donc, on a des chercheurs en informatique qui vont à l'encontre des critères de bonne recherche, normalement, dans la science informatique, et qui se retrouvent à dire comment est-ce qu'on peut visibiliser que, en fait, dans la spécificité, il y a aussi des questions de recherche intéressantes, et donc se retrouvent à créer une communauté de recherche autour de ces questions-là, et d'articuler abstraction et spécificité. Notamment, il y a une communauté de recherche en France qui est donc il y a plusieurs communautés, mais qui se fédèrent de plus en plus autour d'un groupe de recherche et de services, un GDRS qui s'appelle Éco-Info, donc écologie et informatique, qui existe formellement depuis 2008, mais qui est de plus en plus visible, et qui permet de servir de point de rattachement pour des chercheurs et chercheuses, ou ingénieurs et techniciens d'ailleurs, qui aimeraient s'intéresser à ces questions-là et être en contact avec une communauté de professionnels qui s'intéressent à ces questions-là.